Il est évident qu'après tout, une lunette n'est jamais que deux trous. Deux ronds, deux ovales, deux rectangles, deux carrés, et tout ça, il faut l'amalgamer au goût du jour. Cette évolution du goût, la qualité de l'objet, le tour de force qui consiste à mettre sur le marché des modèles présentés le mois précédent. Je m'appelle Claire Fitzgerald, je suis historienne de l'art et conservatrice en musée. Je suis anglo-suisse, ça fait 2 ans maintenant que je suis à Genève. Précédemment, j'étais en Angleterre et c'est là que vraiment a démarré pour moi l'aventure en termes d'un intérêt par rapport au lien entre les arts appliqués et l'art contemporain, mais aussi tout en passage par une histoire industrielle à la fin du 19e et 20e siècle, début du 20e siècle. Et du coup, c'est un plaisir aujourd'hui de se retrouver à travailler avec Julie sur ce projet d'exposition où on vient justement faire se rencontrer plein de moments différents dans l'histoire et plein de types de matérialité et de processus différents. Julie Portier, j'habite à Lyon et je suis enseignante dans une école des beaux-arts à Annecy et j'ai une activité de critique d'art, mais depuis plusieurs années je me consacre beaucoup à une autre structure artistique qui est aussi un petit centre d'art qui s'appelle la Salle de Bain à Lyon que je co-dirige. Et puis, c'est aussi dans le cadre de mes activités artistiques, dans le champ de l'art, que j'ai rencontré Claire au cours d'une résidence qu'on a fait ensemble. C'est la 2e fois qu'on se retrouve à vivre ensemble pendant une semaine, parce que là, on sort du montage de l'expo, et qui était à Alpisola, donc en Italie, dans la maison d'un artiste qui s'appelait Asger Jorn et qui avait fabriqué sa maison de ses propres mains, une maison dans laquelle il y avait beaucoup de céramique. Je crois que ça a aussi influencé un peu l'aventure qu'on a menée ici. Sur le titre de l'exposition, buissonnière au pluriel. Bien sûr, c'est une féminisation qui n'est pas très française de l'expression buisson. Enfin, si, on dit l'école buissonnière et on pense à des écoliers qui font l'école buissonnière. C'est d'abord venu du fait de réagir à l'histoire de ce lieu qui a été une école. Et puis, comme on s'engageait à aborder plusieurs versants de l'histoire locale, de l'histoire industrielle, avec une relation aussi, on en parlera, forte à des collections locales, on se disait que notre propre parcours pour cette exposition, c'était un peu une manière de faire l'école buissonnière, c'est-à-dire de ne pas suivre des chemins qui seraient prescrits et qui seraient ceux de l'histoire de l'art classique. Enfin, sans rien réinventer, mais c'est ça l'idée. Et puis, il y a la relation au buis aussi dans ce mot, quoi. Tout à fait, le buis qui est ce matériau qu'on a appris en venant pour la première fois dans cette région et surtout lors de notre prise de connaissance en fait, des collections du fonds du musée du peigne et de la plasturgie d'Oyonnax. Donc l'importance de ce matériau, le buis, dans la réalisation de peignes, initialement des peignes pour enlever des poux aux animaux et qui par la suite en fait, sont devenus des accessoires, des objets d'apparat beaucoup plus sophistiqués et élaborés et qui viennent ensuite se traduire en plastique. Ce qu'on peut dire aussi sur ce titre, c'est que l'autre endroit où on a fait les mauvais élèves, c'est que on était invité dans cette saison du Centre d'art de la Coue qui s'appelle Battre la campagne. On sait très bien que l'équipe du Centre d'art envisageait cette thématique de la campagne déjà d'un point de vue critique,
Enfin, c'est déjà présent dans battre la campagne, c'est comme combattre la campagne. Il y a une dimension politique aussi dans ce terme, battre la campagne. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a souhaité à la fois porter un regard sur le paysage local. C'est pour ça qu'on emprunte d'ailleurs, c'est très important, des œuvres et des objets à des collections qui sont implantées localement, c'est-à-dire l'IAC à Villeurbanne, le musée du peigne et de la plasturgie à Oyonnax et le Fonds cantonal d'art contemporain de Genève, de telle sorte aussi qu'on est là à mi-chemin entre ces trois pôles. Et ce que je voulais dire là, c'est que on a souhaité porter un regard sur ce paysage du plateau d'Hauteville qui ne soit pas bucolique. Voilà pourquoi on s'intéresse à cet artisanat local, mais ça nous intéresse aussi que cet artisanat il fasse partie d'une histoire industrielle qui s'est déroulée dans une vallée voisine qui s'appelle la vallée du plastique. C'est assez contradictoire avec une relation à la nature telle qu'on pourrait l'idéaliser. Alors qu'est-ce que ça comporte choisir des objets au sein d'une collection et notamment une collection patrimoniale? Ça veut dire tout d'abord se rendre sur place parce que souvent c'est pas des institutions qui ont leur catalogue, leur collection disponible à explorer en ligne. Donc là, on a remarqué qu'il y avait effectivement la présence de ce musée avec déjà un nom intriguant, musée du peigne et de la plasturgie, donc qui annonce en fait deux champs d'activité et deux types d'objets assez potentiellement différents. Et donc on a pris rendez-vous avec la conservatrice du musée, Virginie Coleman-Caillé, qui a été très réceptive à notre intérêt pour leur collection, mais aussi notre envie de venir les voir en personne, et qui nous a accordé une journée entière en juillet. Il faisait un peu moins beau qu'aujourd'hui, mais donc nous sommes venus passer la journée au musée, ce qui a commencé avec tout d'abord un tour de leur exposition permanente, donc qui présente toute l'historique de cette industrie dans la vallée d'Oyonnax. Et ça nous a permis de nous rendre compte en fait de la richesse en fait des fonds qui couvrent vraiment autant des objets d'une grande valeur, des choses qui sont de l'ordre quasiment de l'orfèvrerie en fait, et des choses en fait beaucoup plus utilitaires comme les établis, les outillages, par exemple des moules comme on peut voir derrière nous dans cette salle, qui ont servi à réaliser les pièces qui sont dans ces collections. Et donc assez rapidement, on a voulu en fait pouvoir transmettre aux visiteurs, visiteuses du Centre d'art contemporain de Lacou quelque chose en fait de la magie de l'expérience que nous on avait eue. Vraiment cette traversée à travers l'histoire et aussi cette traversée à travers les différents pans d'activité des gens d'Oyonnax. Voilà pourquoi dans la salle du bas du centre d'art, on précise que tous les objets en plastique sont montrés dans la salle du rez-de-chaussée, et ça c'était une contrainte technique parce que c'est des matériaux qui sont très inflammables. C'est pas le même plastique que celui qu'on manipule nous tous les jours, quoi. C'est donc ce qu'on appelle le celluloïd. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait partie des choses qu'on a découvert en allant à Oyonnax et en lisant les livres qui ont été publiés par le musée, que donc le celluloïd, cette matière plastique, l'un des premiers plastiques, a été inventé à l'occasion, aux États-Unis, à l'occasion d'un concours lancé par un fabricant de boules de billard. Et en fait, les boules de billard, elles étaient fabriquées en corne ou en ivoire même, et il fallait trouver un matériau moins coûteux et plus facile à se procurer, qui sont des choses qu'on comprend aujourd'hui, puisque pour des questions écologiques qui nous concernent maintenant. Et donc, un duo de chimistes a remporté ce concours
en proposant cette matière plastique, mais qui avait l'inconvénient d'être très inflammable. Et donc dans les livres, on a pu lire des anecdotes comme des tenanciers de salons de billard qui se plaignaient que les boules explosent très souvent pendant les parties. Et un détail qui nous a amusés, c'est qu'ils disaient bon, c'est pas très grave que les boules explosent, mais ce qui est embêtant, c'est que comme ça ressemble à un coup de feu, tous les joueurs dégainent leurs flingues. Mademoiselle, la lunette suit la mode, dit-on. Est-ce que vous êtes d'accord avec la géométrie actuelle de ces lunettes? Oui, absolument d'accord. D'ailleurs, à chaque toilette, sa lunette. Ainsi donc, Oyonnax peut être considéré comme la petite patrie de la lunette. Mais cette spécialisation fort ancienne a considérablement évolué. Elle ne cesse d'évoluer d'ailleurs avec les matériaux utilisés et les caprices de la mode. On a jeté notre dévolu principalement sur les lunettes fantaisie qui ont été produites à Oyonnax à partir de la fin des années 50. Ça collait aussi un peu avec notre histoire, puisqu'on voulait en quelque sorte changer de point de vue. Et donc les lunettes nous offraient de manière métaphorique une façon de changer de point de vue sur les choses. Et ces lunettes-là, produites à Oyonnax, elles permettent aussi de changer le point de vue sur la société et entre autres sur les femmes qui portaient ces montures, puisque on voit comme elles sont très visibles, extravagantes, elles sont complètement à l'opposé des paires de lunettes qui se veulent discrètes et qui sont en métal ou en écaille. Et donc là, il y a une révolution aussi qui s'opère. Il y a une révolution dans la technique, mais il y a une révolution aussi des mœurs, puisque les femmes à lunettes ne sont plus, peuvent être aussi des femmes très élégantes qui assument le fait d'avoir une correction optique. Ce qui a été assez passionnant à découvrir, c'était cette figure complètement méconnue du chimiste Marie-Léon Arbescarme, chimiste qui a vécu à la fin du 19e, début 20e siècle, qui s'est installé à Oyonnax et qui s'est spécialisé, qui s'est passionné en fait dans les possibilités de travailler la couleur en celluloïd. Ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est dans ce rapport aussi de volonté de démocratiser ou de transposer des références de l'histoire de l'art. Donc, Arbescarme est quelqu'un qui a l'occasion de voyager dans plusieurs grandes villes en termes d'histoire de l'art en Europe, notamment en Italie, et qui va vouloir en fait traduire des toiles de maître en objets plastiques. Et donc avec des drôles alliage au niveau de la technique, de la matérialité, mais aussi en termes de motifs et d'iconographie. On se retrouve avec des rencontres improbables entre des éléments décoratifs plutôt inspirés d'architecture musulmane qui côtoient la figure de la Joconde. Ouais. Dans la plus grande salle du centre d'art, qui devait être une grande salle de classe, on a décidé de montrer cette installation faite d'œuvres en tissu d'une artiste d'origine allemande qui s'appelle Ulla von Brandenburg. C'est une artiste qui s'intéresse à la fois beaucoup à l'histoire du tournant de la modernité, donc qui est reliée aussi à notre histoire du plastique finalement, et aussi aux espaces qui évoquent le théâtre ou l'opéra. Cette œuvre-là, elle l'imagine comme une sorte de premier tableau pour rentrer dans une histoire. Donc nous, on l'a pris à partie puisque on traverse ces différentes
compositions textiles qui sont faites avec la technique du patchwork et de la courte pointe, donc c'est piqué. Et on le pénètre comme un labyrinthe, comme si on rentrait vraiment dans une histoire. Et puis il y a une autre œuvre qui nous renvoie aussi peut-être notre propre image cinématographique. Si vous vous approchez des pièces, vous aurez l'occasion de voir qu'elles sont réalisées de la manière traditionnelle de la courte pointe, du quilt, donc avec 3 couches. La première qui est composée de ce qui est traditionnellement des carrés de patchwork, donc qu'on vient assembler et qui sont surtout en fait des chutes de tissus recyclés, donc des choses qui auront pu avoir d'autres histoires, d'autres usages dans l'histoire d'une maison, par exemple des restes d'un ancien drap ou tout à coup un vêtement trop petit. Et donc souvent en fait c'est des travaux qui se font vraiment sur une durée assez longue et qui peut souvent en fait être des ouvrages collectifs. Donc typiquement une personne aura travaillé sur un carré et d'autres personnes vont venir contribuer à la suite. Et ensuite il y aura une phase d'assemblage et après donc cette deuxième couche qui est la couche ouatée du centre et pour finir une couche au revers. Et donc on a ce sorte de sandwich qui ici est très apparent dans l'interprétation qu'on a faite l'artiste. C'est vrai qu'elle a choisi de pas de faire une coupe nette sur les bords et donc ça permet aussi de peut-être d'autant mieux en fait comprendre comment elle a réalisé ces objets. Pour parler de cette salle encore, quand on passe dans le labyrinthe de ces couettes en patchwork qui peuvent aussi nous évoquer un grand ménage de printemps où on aurait étendu les choses à l'extérieur pour qu'elles prennent l'air, et ben on arrive sur une œuvre qui est très intrigante aussi parce qu'elle propose un effet d'optique assez déroutant, qui est une œuvre de Anne-Veronica Jensen qui est une artiste basée en Belgique et donc les visiteuses en feront l'expérience eux-mêmes, mais cette œuvre elle apparaît, elle renforce peut-être le côté cinématographique qu'on pourrait donner à cette visite puisque elle renvoie notre propre image dans ce paysage-là composé de ces textiles et dont le revers est assez percutant aussi parce qu'on avait à l'allée plein de couleurs et au revers tout est blanc devant cette œuvre noire et donc là il y a quelque chose de plus peut-être un peu plus angoissant ou qui nous renvoie peut-être à une histoire plus dure ou plus cruelle. Ouais. Donc c'est une exposition où on propose un sorte de carambolage de plein de différentes formes de récits, des récits littéraires qu'on retrouve référencés dans un certain nombre de pièces qu'on a pu sélectionner, comme par exemple cette céramique de Marie Ducaté qui illustre un conte de George Sand qui s'appelle Le chêne parlant. Nous avons aussi des renvois à des textes plus politiques comme Le voleur de bois. Oui, Le voleur de bois de Karl Marx. Dans la pièce où on se trouve là, qui sera peut-être la dernière pièce qu'on découvre au cours de la visite, qu'on a voulu un peu pédagogique dans le sens où elle présente à la fois des moules et des emporte-pièces qui permettent de produire des formes en plastique, donc ça vient du musée d'Oyonnax, et puis en face cette tête de cheval qui est une tête en bronze, et donc là on apprend en lisant la notice que c'est une tête qui est réalisée à la chair perdue, qui est une manière de détourner cette technique ancestrale de moulage en bronze qui s'appelle à la cire perdue. Sauf que là, l'artiste a réellement utilisé non pas une figure de cheval en cire pour la mouler, mais une vraie tête de cheval en faisant couler directement le bronze dessus.
ce qui lui donne cet aspect aussi assez rugueux, puisqu'on ne peut pas vraiment prévoir la forme que ça va donner. Donc on le met en vis-à-vis de moules pour comment mettre en perspective la technique de création d'une forme. C'est un peu le b.a.-ba de l'approche de l'art et des objets qui nous entourent finalement. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués ? Et cette tête de cheval, elle a été faite avec des artisans au Burkina Faso, parce que l'artiste, en parallèle de son activité d'artiste, ou plutôt connecté à son activité d'artiste, il y a un engagement social dans la région du Sahel où il a œuvré pour mettre en place une coopérative qui recycle des sacs plastiques usagés, qui est une pollution vraiment importante là-bas. Et donc il a collaboré à la mise en place d'une coopérative qui recycle ces sacs plastiques pour en faire un matériau dur qui n'a d'autre usage que de fabriquer des tables pour des écoliers. Donc quelque part, la boucle est bouclée avec cette tête de cheval qui nous apparaît comme quelque chose d'assez cru et peut-être d'un peu morbide, alors que derrière ça, il y a une histoire aussi déjà très attentive aux animaux qui nous entourent et avec lesquels on vit, mais aussi à cette question de production à partir de déchets plastiques pour venir en aide à des communautés, quoi.